Hello tout le monde. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. J'avais pas trop le temps et pas trop la disponibilité mentale, on va dire. J'étais occupé sur d'autres trucs. Et en plus, j'avais envie d'améliorer un petit peu la qualité des vidéos, notamment dans la manière de filmer, pour rendre ça un peu plus agréable pour vous. C'était sur les conseils de quelques commentaires dont je remercie les auteurs. Mais je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas acheté de pied pour le téléphone avec lequel je filme, ça viendra. Là voilà, j'ai pas eu trop le temps et j'avais pas envie de complètement laisser tomber les vidéos en attendant, donc on va en faire une à l'ancienne et il y aura les améliorations plus tard. Voilà. Donc on va parler d'un manga qui est pour le coup pas inconnu. Il a eu son succès, mais j'avais envie d'en parler. Je l'ai découvert moi il n'y a pas longtemps. Et ce manga, il est ici, il s'appelle Ikigami. Donc Ikigami, sous-titré Préavis de mort, c'est un manga en 10 tomes de Motoro Mase, qui à la base est sorti donc en 10 tomes il y a quelques années, qui a eu un succès sous cette forme-là. Mais les 10 tomes originels ne sont plus très faciles à trouver. C'est pas non plus impossible de les trouver, mais ils sont un peu devenus rares. Mais ils ont été réédités, comme vous le voyez dans l'édition actuelle, par Kana en tome double. Il n'y en a plus que 5, mais ils contiennent tous 2 tomes. Ils sont très faciles à trouver. Ceux-là, ils sont dans n'importe quelle librairie. Très peu cher, c'est 10 euros par tome. Donc pour 50 euros, vous avez l'équivalent de 10 tomes. Et ça raconte l'histoire d'un Japon. Alors, je viens de dire une erreur, mais je vais pas développer parce que c'est un gros spoil. Mais ça raconte l'histoire voilà, d'une société dans laquelle, post-Seconde Guerre mondiale, a été mis en place une nouvelle loi qui s'appelle l'Ikigami. Enfin, c'est la loi de prospérité nationale, très exactement, le nom de la loi, qui fait qu'à 6 ans, tous les enfants du pays ont le droit à un vaccin qui est censé, voilà, c'est un peu le vaccin polio qu'on a en France. Et 1 sur 1000 de ces vaccins contient également un poison qui va se révéler entre les, je crois, 18 et 24 ans, quelque chose comme ça, 20-24 ans, quelque chose comme ça, et tuer donc 1 personne sur 1000. Donc il y a 1 personne sur 1000 qui est condamnée à l'enfance. Personne ne sait qui sont les condamnés. Il y a tout un système administratif qui est expliqué dans le premier tome pour expliquer qu'en gros, personne ne sait exactement. Vous voyez, ça s'ouvre. La plupart des chapitres s'ouvrent sur un rappel en fait de cette histoire de loi. Et il y a tout un système bureaucratique qui fait que quasiment personne ne peut être au courant à l'avance de qui a eu le vaccin empoisonné. Et on est mis au courant de ça. L'administration renvoie les dossiers, recoupe toutes les sources pour avoir les identités et n'avertit les gens qui n'ont été condamnés que 24 heures avant leur mort. En fait, c'est des morts programmées. Le vaccin va se déclencher à une date très précise et les condamnés ont le droit à 24 heures durant lesquelles donc quelqu'un va venir les avertir en leur donnant l'ikigami. Donc l'ikigami, en gros, c'est le préavis de mort, hein, c'est exactement le sous-titre. Et il va leur dire demain à 14 heures, pour ce qui est de la couverture, vous allez mourir, donc vous avez 24 heures devant vous, entre guillemets, pour faire ce que vous voulez. Alors non, la loi ne s'annule pas pour eux, mais pour en gros exaucer leur dernière volonté, s'ils ont des comptes à régler avec certains, avec la famille, voire des gens, voilà. Ils ont 2-3 avantages, les transports, certains magasins sont gratuits pour eux, voilà. Ils peuvent profiter de leur dernière journée. Et voilà, et le but de cette loi, c'est en gros, pour le Japon, de faire, de faire apprécier mieux la valeur de la vie aux citoyens qui donc ont tous peur un peu de la mort. Et en parallèle, ceux qui survivront donc la plupart, hein, 999 sur 1000, qui survivront, apprécieront d'autant plus la vie qui leur a été offerte. Voilà, c'est un peu un choix comme ça philosophique. Euh, et on suit dans le manga Ikigami cet homme-là qui s'appelle Fujimoto et qui lui est livreur d'Ikigami. Donc c'est lui qui est chargé dans sa préfecture d'aller donner le préavis de mort 24 heures avant à ceux qui ont été condamnés. Il reçoit les dossiers, il voit qui il doit aller avertir. Et en fait, le manga raconte dans chaque tome, il y a 2 histoires. En gros, chaque histoire fait 100 pages. Elle est en 3 chapitres, quelque chose comme ça. Et toutes les 100 pages, on va suivre un condamné à l'Ikigami. Lui dans le premier, voilà.
Il y en a plusieurs. Et Fujimoto, donc le personnage principal, le livreur, lui n'est là qu'au début et à la fin, en gros. Le gros des chapitres, c'est plutôt des histoires indépendantes qui se passent toutes dans la même société, mais sur tel ou tel condamné à mort qu'on va qu'on va suivre dans sa dernière journée, quoi, à partir du moment où il apprend qu'il a été condamné à mort. Donc c'est des histoires semi-indépendantes, voire même quasiment totalement indépendantes. Il y a de temps en temps des petits rappels, ça arrive qu'il y ait des références à des histoires passées, mais globalement, les histoires elles-mêmes sont indépendantes. Le fil rouge, c'est surtout Fujimoto, au début et à la fin des chapitres, qui, va, qui lui va voir sa position évoluer. En fait, c'est un homme qui a passé l'âge de l'ikigami, lui c'est sûr qu'il n'est pas condamné, euh, et qui au début fait ce travail un peu parce qu'il faut bien se nourrir, c'est un boulot qu'il a trouvé, un boulot de fonctionnaire, voilà, mais qui va beaucoup remettre en cause, à force de suivre les histoires des gens à qui il donne l'ikigami, il va beaucoup remettre en cause sa position sur cette loi, sur la loi de prospérité nationale. Et en fait, cette œuvre, Ikigami, c'est une œuvre philosophique, c'est-à-dire c'est un conte philosophique dans le sens où la loi de prospérité nationale en question, la manière dont c'est organisé, même les chiffres de 1 sur 1000, à mon avis, un statisticien nous dirait que c'est n'importe quoi, 1 sur 1000, 1 sur 1000 qui est condamné à mort, enfin ça fait énormément de morts en fait à l'échelle d'un pays, c'est pas sûr que ce soit viable. Il y a plein de choses comme ça qui font que le scénario, on va dire, d'Ikigami, si on parle en termes de scénario, il n'est pas très crédible. C'est pas un scénario qui tient debout, c'est pas un univers de SF très bien pensé, vous voyez, très crédible, mais c'est pas le but en fait. Ikigami n'est pas un récit à scénario au sens propre, c'est un conte philosophique qui est là pour nous poser des questions symboliques, poussées à l'extrême, poussées presque à l'absurde, mais pour nous faire comprendre des choses qui ont rapport à notre société. Il y a un moment une réflexion très intéressante de Fujimoto, le livreur, à propos de l'ikigami, où en fait il réalise que la philosophie derrière la loi de prospérité nationale, derrière cette condamnation à mort de un citoyen sur 1000, euh, c'est de faire penser aux autres que le fait d'être en vie est suffisant pour être heureux, qu'il n'y a rien de plus à exiger que d'être en vie, puisqu'on a échappé à la mort, donc on doit déjà s'estimer heureux. Il n'y a pas besoin de plus d'ambition, pas besoin d'espérer plus de l'existence, pas besoin de demander plus au monde, au gouvernement, aux autres, à la société. C'est être en vie la récompense. Et il se dit, là, oui, il y a manipulation en fait. Et c'est une réflexion que j'ai trouvée super intéressante, qui est filée tout au long des 10 tomes. Hein. C'est une réflexion qui est en fond, quoi, qu'on suit d'histoire en histoire. Fantine vient de nous rejoindre. Salut Fantine. Et, et qui renvoie, on vient de vivre la crise du Covid, le confinement, tout ça en France. Et il y a eu un peu ça aussi, cette idée de quel est le but de la vie, quoi. De quoi on doit s'estimer heureux? Est-ce qu'il faut s'estimer heureux d'être simplement en vie? Est-ce que c'est ça la récompense? C'est des questions beaucoup plus profondes qu'elles n'en ont l'air. Hein. Là, je les survole vraiment dans la vidéo. Hein. C'est des questions sur lesquelles on peut s'interroger pendant des pages et des pages. C'est un peu ce que fait le manga. Et je trouve que c'est très bien fait, très intéressant. En parallèle, les histoires individuelles qu'on a des condamnés à mort, donc on en a une vingtaine en tout, il y en a 2 par tome, c'est ça, à peu près une vingtaine, sont parfois un peu inégales, il y en a des plus intéressantes que d'autres, mais on voit qu'en fait la plupart vivent très très mal cette dernière journée, il y en a très peu qui partent avec une vraie sérénité, euh, mais il y en a 2-3 quand même, il y a plusieurs manières d'aborder cette condamnation à mort, ce préavis de mort, l'ikigami. Il y a trois histoires très très émouvantes. Moi, il y en a 2 qui m'ont fait chialer. Hein. Ben, celle-là notamment, qui se passe dans un hôpital. Celle-là est assez folle. Il y a- je préfère pas trop vous spoiler, mais il se passe un truc assez émouvant. euh, qui, oui, c'est celle-là, j'ai pleuré là, juste de revoir les pages, je me rappelle. Mais voilà, il y en a 2-3 très émouvantes, c'est très bien mené. Le dessin est très chouette, notamment dans les décors, j'essaye de vous en trouver, on en a vu quelques-uns tout à l'heure, mais l'auteur Motoro Mase utilise pas mal de photos, en fait, qui retouchent un peu, notamment des photos de nuit. Les paysages de nuit sont très très réussis dans Ikigami. On voit beaucoup la nuit parce que comme les personnages ont 24 heures, ils dorment peu. Hein. Donc les dernières 24 heures, ils les utilisent à fond.
Voilà, et là, on voit pas vraiment, mais pour les paysages, les cieux, comme ça, il essaye d'utiliser un peu un effet photographique qui tranche avec les personnages. Le rendu est très très chouette. Les exemples que je trouve sont pas forcément les meilleurs, mais, c'est un rendu très, très agréable et presque expé sur certaines planches, alors que la narration est pour le coup simple, hein. Mais, euh, mais hop là. C'est un dessin relativement simple, mais très efficace, très maîtrisé. Voilà. Voilà des images comme ça. Vous voyez, c'est exactement le type de casse que j'avais en tête quand je vous parlais de paysage de nuit. Euh, et ouais, non, le dessin est très agréable, très pro, quoi. On sent que Motoro Mase maîtrise son boulot sans problème. Euh, Ça me fait un petit peu penser d'ailleurs au dessinateur dont on avait parlé, d'ailleurs d'un manga qui est édité dans la même collection double de Kazé, le dessinateur Masasumi Kakizaki, qui avait fait Rainbow, c'était le tout premier épisode de nos vidéos, et qui a fait aussi Bestiarius, pardon, Green Blood, voilà, c'est un dessinateur qui est plutôt à la mode. Il y a un petit air de famille chez Motoro Mase. Et voilà. Et donc Ikigami aborde en fait cette question philosophique de qu'est-ce que le sens de la vie? Est-ce que le simple fait d'être en vie est suffisant pour être heureux, pour s'estimer satisfait, pour s'estimer avoir échappé au pire? En fait, on est en vie, donc on n'a pas le droit de se plaindre. C'est un peu la philosophie derrière la loi de prospérité nationale qui a été mise en place. Et on va suivre durant ces 10 tomes, enfin ces 5 tomes en double, mais vous avez compris le principe, l'évolution de l'opinion de Fujimoto, le livreur, qui va passer d'un état où il s'en fout un petit peu à une remise en question progressive de cette loi et à finalement, sans vous raconter la fin, mais il va essayer de se rebeller contre l'administration. Et il faut savoir que dans cet état, qui sinon est très réaliste, enfin, c'est pas un état futuriste, hein, là, dans l'histoire, il n'y a pas de voiture volante ou quoi que ce soit, c'est vraiment notre société. Mais il y a un gouvernement qui est très autoritaire, notamment sur la question de cette loi de prospérité nationale, où la dissidence, le débat n'est pas ouvert. Les gens qui se déclarent contre la loi de prospérité nationale ont tendance à disparaître, à être mis de côté très brutalement par le gouvernement. Et donc Fujimoto prend ses précautions. Il, il y a toute une évolution de son opinion, comme je disais, mais aussi de sa manière d'en parler. Il n'ose pas trop en parler à ses collègues parce qu'il sait que le gouvernement a des oreilles partout et que ça peut être très dangereux pour lui d'être trop ouvertement opposé à cette loi. Et donc il continue à livrer ses ikigami, il continue à, entre guillemets, à condamner à mort des gens. Alors c'est pas lui qui les condamne à mort vraiment, mais il est un des rouages de la machine. C'est lui qui vient leur annoncer la nouvelle. Donc il a le droit à des moments très forts d'émotion. Parfois il se prend de sympathie pour les gens à qui il vient annoncer la nouvelle. Et donc voilà, c'est un manga qui est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air, sous des dehors d'une histoire qui tient pas trop debout, parce qu'encore une fois, cette loi est un peu caricaturale en fait. Mais justement, par la caricature, on peut aboutir à des idées philosophiques en poussant les exemples à l'extrême, au grotesque. On aboutit à des idées qui sont très parlantes d'un seul coup, qui nous permettent de réfléchir, comme je disais, à des choses beaucoup plus réalistes. Moi, ça m'a fait penser à toute la philosophie qu'il y avait derrière le Covid, quoi, derrière la gestion du Covid par nos gouvernements, où on nous a un peu dit que le fait d'être en vie, que être en vie devait supplanter tous les autres objectifs dans l'existence. C'est rester en vie. Et Ikigami pose la question de est-ce que c'est suffisant? La réponse appartient à chacun, mais le manga aborde cette question assez finement. Et encore une fois, les histoires individuelles sont très chouettes, un peu inégales, mais il y en a des très très fortes qui vont vous mettre une émotion assez puissante. Voilà. Donc je voulais vous parler de ce manga-là. Et puis j'en profite, si Fantine me laisse faire, pour parler un petit coup de pub pour le livre d'une amie qui s'appelle Elodie Denis, qui l'a écrit avec Jonas Marie. C'est un livre qui s'appelle La philo des super-héros, qui est sorti aux éditions L'Opportun. Ça, c'était le grand format, et j'ai eu le format poche derrière. Donc, il y a un livre de philo, vraiment de philo, assez poussé même, et qui, en fait, parle de philo via le spectre des comic books. Et c'est très intéressant, parce que c'est pareil, en fait, c'est un peu comme Ikigami.
on peut parler philo à partir d'œuvres qui a priori ne sont pas des livres de philo, mais qui posent des questions en les poussant à l'extrême, en mettant des situations extrêmes comme on peut en avoir dans les comic books de super-héros ou dans Ikigami. Ça permet d'aborder des questions de manière plus claire, de manière... c'est le pouvoir des symboles, en fait, le pouvoir de la symbolique, qui permet de poser des questions clairement en les détachant d'un réalisme qui nous pousse souvent dans les situations trop réelles. On a tendance à trop relativiser, à vouloir voir les deux côtés du problème, à penser aux gens, oui, mais à vouloir respecter les opinions de chacun. Quand on utilise des grands symboles, les mythes, les légendes, la mythologie ancienne et sert beaucoup à ça aussi. Les écrits saints, la Bible, le Coran, c'est des histoires qui nous permettent, en ayant des situations un peu extrêmes, de mieux parler des grandes questions, de mieux les comprendre, de mieux les symboliser, de mieux les schématiser, et ensuite, si on les a bien comprises, de les réappliquer à des situations plus concrètes. C'est ce que fait, à mon avis, très très bien Ikigami, qui est une très très bonne série, qui pose plein de questions, qui laisse ouvertes les réponses, mais qui prend parti quand même. Je ne peux pas raconter la fin, mais on sent que l'auteur, Motoro Mase, ne reste pas neutre. Il dit quelque chose quand même sur la société. Puis il y a un retournement de situation que je ne veux vraiment pas spoiler dans les 2 derniers volumes, qui est assez étonnant, et que je n'avais pas du tout vu venir, et qui est presque politique, qui dit quelque chose de politique sur le Japon, en fait. Je vous laisse la surprise. Donc voilà, Ikigami, très très bon manga qui, sous découvert de simple histoire un petit peu dystopique, parle en fait, est un titre hautement philosophique. Et au passage, La philo des super-héros, livre de Elodie Denis et Jonas Marie, qui est un très bon livre de pop philo, que je vous conseille vraiment et dont je conseille la lecture à tous les fans de super-héros, et qui ont envie de voir un petit peu comment analyser, comment ça peut servir de base pour la philosophie. Donc voilà, les 2 auteurs utilisent Superman, Batman, X-Men, Hulk, et les mettent en relation avec des théories soulevées par les grands noms de la philosophie. Je vous filme la 4e de couve, si j'y arrive. Voilà, comment fait Hulk pour se connaître lui-même? Wonder Woman est-elle une copine de Kant? En quoi Kick-Ass incarne-t-il la pensée sartrienne? Dark Vador a-t-il besoin d'une séance avec Freud? Bon, je vous laisse découvrir le livre, mais je vous le conseille fortement, qui est une très très bonne lecture de philo. C'est un vrai livre de philo, hein, c'est assez solide. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout quand viendra la prochaine, mais on essaiera de la rendre meilleure en termes techniques, et puis on fera ça sur un autre manga. Merci beaucoup, au revoir.